Les GG, les grandes gueules, c'est tous les jours en direct sur RMC, c'est de 10h à 13h et comme tous les mercredis, c'est notre conseil des GG avec les grandes gueules de la politique et sont avec nous aujourd'hui Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche. Bonjour. Nous sommes avec Daniel Simonet, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est quoi, des insoumis, comment dit-on précisément? Écoutez, la France insoumise. La France insoumise. Et nous sommes avec Sylvain Maillard, porte-parole d'Emmanuel Macron. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Je vais vous donner le menu. 3 déclarations tout à l'heure à commenter à 12h45. 3 déclarations extraites de l'actualité. Vous ne les avez pas sur votre menu, c'est la tradition. Nous, on les connaît. Vous aurez la surprise de les découvrir. Et vos réactions sont ainsi plus spontanées. À 12h20, les affaires courantes. On reparlera du mariage impossible de la gauche. Des petits candidats qui vont peut-être être boycottés pour les débats, tout du moins le premier débat que va organiser TF1 avant l'égalité du temps de parole, où ce seront que ceux qui auront bien sûr leurs 500 signatures, mais qui seront au-delà des 10% d'intention de vote, qui seront invités. En attendant, ce qui nous intéresse, ce sont les sondages, et on voit bien que rien n'est joué pour la présidentielle. On a des mouvements d'une très grande amplitude. Emmanuel Macron, -5, François Fillon, +3, Benoît Hamon, entre -2,5 et -3. Donc ce sont des mouvements, effectivement, qui sont très importants. Il y a une part d'électeurs qui ne sont pas sûrs de leur choix. Il y a une part d'électeurs qui ne sont pas sûrs d'aller voter, légèrement plus que les autres années. Mais il faut dire aussi que l'offre électorale n'a été stabilisée que trop tard. Voilà ce que disait Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB, qui livrait sa dernière étude pour BFM TV et l'Express. Oui, beaucoup d'incertitudes, parce que déjà, il y a de nombreux Français qui n'ont pas fait leur choix. Le casting, il n'est pas encore totalement définitif. On verra cet après-midi si François Bayrou est candidat ou pas. Il y a des affaires judiciaires qui pèsent sur des candidats, François Fillon, mais aussi maintenant Marine Le Pen. Donc la seule certitude, nous disent des sondeurs, à 2 mois du premier tour, c'est que Marine Le Pen serait qualifiée pour le deuxième tour. Et puis ensuite, ça va se jouer entre 10 et 20% entre plusieurs candidats, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon. La seule indication nouvelle, c'est que François Fillon semble avoir traversé la tempête et le plus dur, visiblement, est passé, puisqu'il doublerait même de nouveau Macron dans ce sondage ELAB. Et la deuxième certitude, c'est que à gauche, finalement, ça s'annule. C'est-à-dire qu'on a Hamon des forces qui sont à peu près identiques, Hamon, Mélenchon, et donc ça ne permet pas une qualification pour le deuxième tour. Philippe Gosselin, je me souviens que vous étiez à un moment donné dans ce petit groupe de députés qui est en train de réfléchir à un plan B à François Fillon. Ouais. Plus besoin de plan B là, c'est bon. D'abord, il n'y a plus besoin de plan B, mais en plus ça a été clairement récusé, mis de côté. Il n'y a pas de recours. Alain Juppé a clairement dit qu'il ne souhaitait pas y aller, qu'il n'irait jamais. Les quadras, les coins-quoi, même chose. Donc depuis 15 jours, on a sorti la charrue et on trace le sillon. Il n'y a pas d'autres états d'âme. Soulagé un peu par ce dernier sondage ELAB. Écoutez, on a un socle effectivement qui est là. Nos militants, nos sympathisants ont serré les coudes. Ça a été compliqué. Je vous dis pas que tout est absolument réglé aujourd'hui. Le grand public est un peu moins sur la défensive parce qu'en réalité, beaucoup de gens ont bien compris que si on voulait un vrai projet d'alternance de la droite républicaine et du centre, c'était celui qui était porté par Fillon, qui avait pas le choix. Il est quand même bien fragile, votre candidat. Le candidat a peut-être quelques fragilités, c'est certain, mais enfin, vous savez, quand je me regarde, je me désespère, mais quand je me compare, franchement, je me console largement. Qui vous comparez? Je peux me comparer à Emmanuel Macron, qui est dans une petite descente aux enfers, mais on y reviendra, je n'en doute pas, dans quelques instants. Maillard va nous confirmer tout cela. Le Pen, qui caracole en tête des sondages et fanfaronne régulièrement, se retrouve rattrapée, elle aussi, par un certain nombre de difficultés. Quant à l'union de la gauche à Mont-Mélenchon, il y a quelques difficultés et si c'est divisé pour mieux régner... Donc finalement, voilà, la situation n'est pas si désespérée que ça. Écoutez, elle était compliquée, elle reste compliquée, mais je crois qu'il y a quelques petits nuages qui commencent à se dégager, il faut le dire, avec beaucoup de prudence et surtout beaucoup de travail. Alors ça s'assombrit en revanche dans le ciel bleu d'Emmanuel Macron, plus de nuages. Non, comme quoi juste un sondage peut redonner le moral aux Républicains, donc tant mieux pour ça. La seule chose, c'est que, comme on a toujours dit, nous ce qui est important, alors évidemment je vais pas vous faire dans votre émission une langue de bois, mais
Le sondage, un sondage ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est une dynamique de campagne. Nous, on sait d'où on part, on sait où on est. Alors, on a eu une semaine difficile, compliquée la semaine dernière. Oui, vous le savez bien. Dire, oui. Et je crois que, tout simplement, il y a des, je vais pas dire des sauts d'humeur, mais des changements. Et on est assez confiant dans la suite de la campagne, avec un planning assez serré dans les 2 prochaines semaines. Donc, honnêtement, vous dites la semaine dernière pour Macron n'a pas été bonne. Soyons clairs. Clairement. Bon. Clairement. Et donc là, mais vous êtes quand même pas très inquiet parce que le meilleur arrive, c'est ça? Le meilleur est déjà venu. C'est quoi, c'est et va revenir. Non, c'est mais Bayrou. Attendez, c'est Bayrou qui va se rallier à Macron cet campagne après-midi. électorale, c'est une campagne électorale, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a des moments, de haut, des moments de bas, des moments compliqués, voilà, tout simplement. Ouais. Et on trace notre sillon, comme je reprends la charrue de Philippe Gosselin. Il faut pas être avant les bœufs, on trace notre sillon, on n'est pas inquiet. Jean-Luc Mélenchon à égalité dans ce sondage Elab avec Benoît Hamon de nouveau. Le problème, c'est que ça s'annule en fait. En quoi ça s'annule? C'est-à-dire que ni Mélenchon ni Hamon se qualifient pour le 2e tour. Donc à quoi ça sert? Non, mais attendez. On est sur une campagne où je pense beaucoup de choses vont évoluer. D'abord, on a un électeur, électrice sur 2 qui ne sait pas s'il ira voter ni pour qui il ira voter. Bon, nous, on est en campagne depuis 1 an. On a vu que Benoît Hamon avait profité de la campagne des primaires, et puis que finalement, il n'y a pas de dynamique qui suit derrière. Hélas, on a voulu prendre au sérieux, mais ce sera le sujet du 2e débat que vous souhaitez organiser, mais on a voulu prendre au sérieux ce qu'il a incarné. Il a incarné, à un moment donné, le dégagisme dans le Parti Socialiste, dans ces primaires-là, se débarrasser de la ligne Valls. À travers ce bulletin de vote-là, bon, il s'était engagé à nous rencontrer. Hélas, c'est consternant, mais il n'a pas souhaité ni répondre à la lettre que Jean-Luc Mélenchon lui a écrit. Nous, on a un candidat, une orientation claire, un programme. Depuis dimanche, un chiffrage. Nous préparons la grande marche du 18 mars. C'est quoi cette grande marche? Grande marche de 18 mars. Ça se souvient de la grande marche, libre d'histoire, c'était Mao. De Bastille à République. Vous savez, le 18 mars 2012, Jean-Luc Mélenchon avait fait une grande manifestation, meeting qui se terminait par une prise de parole, meeting en plein air. Nous réitérons cette initiative le 18 mars. Parce que justement, ce qu'on souhaite vraiment mettre en place, c'est la mise en mouvement des citoyennes et des citoyens, fédérer le peuple, oui. Parce que si on veut à la fois convoquer une assemblée constituante pour une 6e République, si on souhaite mettre en place le bras de fer pour sortir du carcan de l'Europe austéritaire, que ce soit avec un plan A, une renégociation, ou à travers un plan B, le cas échéant, en assumant la sortie des traités pour appliquer notre programme, il faut qu'on ait un peuple éclairé, motivé, mobilisé. Mais quand Mélenchon est à 10, 11, 12, finalement, c'est le score de Mélenchon classique, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il est en capacité de dépasser et de se dépasser pour accéder au 2e tour? Moi, Parce que pense. Sinon, Mélenchon, dans 5 ans, il sera encore candidat pour faire 10-12%. Moi, je pense parce qu'une élection n'est pas une addition. Si vous avez un électeur, une électrice sur 2 qui ne sait pas encore s'il ira voter ou pour qui il ira voter, un électeur de gauche. Eh bien, non, mais il y a donc une bataille des consciences. Et nous, justement, nous pensons que beaucoup de citoyens et de citoyennes ne se latéralisent plus droite-gauche, parce que quand vous avez un gouvernement soi-disant de gauche qui applique une politique de droite, eh bien, il désespère le peuple. Donc en fait, la question, c'est sur les contenus, sur les axes de rupture. Est-ce qu'on peut redistribuer les richesses, mettre en place un écart de salaire pas plus de 1 à 20, si le patron il s'augmente, on augmente les salaires. Est-ce qu'on peut mettre 100 milliards et relancer l'activité? C'est au-delà des contenus, puisque tu le rappelais, d'après son âge, un électeur sur 2 n'a pas fait son choix, donc il va bien falloir que vos familles politiques ou vos candidats aillent les chercher. Exactement. Donc, d'où l'intérêt de parler du projet, des programmes, et pas simplement des événementiels. Ça ne vous interpelle pas plutôt sur le fait que ils vous tournent plutôt le dos aujourd'hui? C'est un électeur sur 2. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de gens, soyons clairs, et je crois que quelles que soient nos sensibilités, peut le ressentir. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à fleur de peau, à droite, à gauche, au centre, partout. Beaucoup de gens sont totalement déboussolés. Celle qui est tranquille, c'est Marine Le Pen. Elle n'a jamais été aussi haut et jamais aussi près de l'Élysée. Avec une faible volatilité de son vote, ce qui est d'ailleurs le cas aussi pour Fillon, ce qui est un atout par rapport au vote de Macron, qui est beaucoup plus volatile aujourd'hui et pas suffisamment ancré vu du côté Macron, c'est évident. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont envie de renverser la table. Voilà, ça se voit, ça s'entend de toutes parts, qu'en ont marre. Une vague dégagiste. Oui, mais on y est encore d'une certaine façon. Mais je pense que quand on va
va réellement commencer à parler des projets, du programme, de nos ambitions pour la France, Fillon, de notre envie d'alternance. on connaît le programme. Attendez, il est en train de le changer, là. On ne le connaît pas en réalité. Il change. Oui, sur la sécurité sociale, ça a bien changé, là. En réalité, le programme a été pour une grande part annoncé pendant les primaires, effectivement. Il y a un côté grand public, mais il a toujours été dit, c'est pas une nouveauté, qu'il fallait le ciseler, qu'il fallait polir l'ensemble. Pas le modifier, mais programme santé, par exemple. Le programme santé. C'est un grand écart, là. Le programme santé, il y a effectivement un certain nombre de modifications. Moi, je trouve ça très bien. Ça veut dire aussi que ce programme santé, qui correspond d'ailleurs largement à l'attente de nos concitoyens. Mais comprenez que ça ne rend pas les choses très claires. Ça ne rend pas les choses claires. Ça ne rend pas à ce stade les choses complètement claires, mais encore une fois, quand on va rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire le projet, le programme, on verra que certains ont quelque chose de solide et que d'autres ont plutôt du vent, du flou. Il y a des loups. Je comprends pas que vous nous attaquez directement. Moi je comprends pas. Alors moi, François Fillon, vous nous l'avez présenté comme le meilleur économiste, le meilleur d'entre nous, le meilleur économiste. Tout était prêt, tout était ficelé, et puis on était à 2 mois de l'échéance. Et puis finalement la santé, on revient dessus. Les engagements aussi de déficit, où on était à 4,7%. Un rendez-vous avec Angela Merkel, on est à 3,5. On a l'impression qu'on dit c'est du flou. Pour nous, le programme de François Fillon, ça reste flou. Et puis une dernière remarque. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez tout à fait raison. On le subit tous sur les marchés, un peu partout, cette force des électeurs qui ne veulent pas, contre le politique est vraiment très fort. Et puis quelque part, la réponse des Républicains, c'est François Fillon, quelqu'un qui est élu depuis 1981. Est-ce que vous croyez aussi que ça correspond, aussi à ce rejet de la politique, de dire, on ressort quelqu'un qui a été conseiller parlementaire, puis parlementaire, qui a été choisi par des millions. Il a quand même été choisi par un processus très démocratique. Après, vous pouvez pas dire, vous ressentez qu'il y a un besoin de renouvellement et en même temps, on ressort tout le temps les mêmes. Je pense qu'on a besoin de petites secondes. On a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui ait une ambition, qui ait une stature à la fois personnelle, internationale et donc politique. Donc, il faut avoir 65 ans pour avoir une stature internationale, politique, personnelle. Qu'aujourd'hui, quand on a été le proche conseiller du président de la République, qui lui-même a jugé que le bilan était suffisamment négatif pour ne pas se représenter, quand on a été ministre de ce président de la République qui lui-même estime qu'il ne peut pas se représenter, Premier ministre pendant 5 ans d'un président qui a perdu les élections, on peut revenir 5 ans après et dire écoutez, maintenant je suis un homme neuf. Il a perdu certes, mais d'abord de peu, et lui a au moins essayé de défendre le bilan. Hollande a considéré que le bilan était à ce point mauvais qu'il ne peut pas se représenter. Et quand même, il faut rappeler que Macron est complice de tout cela. En vérité, Monsieur Macron, Monsieur Fillon sont quand même sur des orientations programmatiques assez proches. C'est pas hasard si Monsieur Macron était le rédacteur du rapport Aptali sous Fillon Premier ministre, et qu'ils sont finalement sur des orientations très attachées au libre-échange. Et moi je rencontre beaucoup de taxis. Pour vous, Macron-Fillon, finalement, économiquement, ça vaut la même chose. Exactement, parce qu'on est finalement sur l'adhésion à l'Europe libérale, au libre-échange. Et moi je rencontre pas mal d'artisans, de petits commerçants, des professions indépendantes qui, objectivement, n'étaient pas traditionnellement proches de ce que l'on pouvait, entre guillemets, symboliquement incarner, et avec qui on a énormément d'échanges parce qu'ils prennent conscience que le libre-échange, c'est une catastrophe, que l'ubérisation, incarnée par le programme de Monsieur Macron et de Monsieur Fillon, est une catastrophe parce que ça casse la réglementation de nos métiers, ça casse l'emploi en remplaçant les emplois à la fois d'artisans ou de salariés CDI par des auto-entrepreneurs avec un modèle du travailleur sans droit catastrophique, tout ça en plus pour une évasion fiscale qui appauvrit l'État. Donc je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Les gens ne se latéralisent plus forcément droite-gauche, mais voient bien qu'il y a un besoin de rupture avec la logique du système, ce système de libre-échange contre lequel il faudrait mieux mettre en place un protectionnisme solidaire. C'est-à-dire pas un protectionnisme aveugle, nationaliste, xénophobe à la mode Le Pen, mais un protectionnisme solidaire qui prend en compte les questions sociales et écologiques. Et donc ce débat-là de fond sur les enjeux écologiques et sociaux sont vraiment en train de traverser notre pays. Reconnaissez que vous êtes quand même, pour le moment, en tout cas, vous êtes quand même coincés ou acculés les uns les autres, puisque un électeur sur deux quitte la table et les autres veulent la renverser.
Donc c'est quand même problématique pour vous. Dans ceux qui veulent la renverser et dans ceux qui ne savent pas s'ils veulent participer aux élections, je veux dire, les choses sont floues pour pas mal de personnes. Hein. Finalement, il va falloir qu'ils se décident par rapport à une offre politique qu'on pourrait résumer entre 3 grandes orientations. L'orientation nationaliste, le protectionnisme nationaliste et xénophobe incarné par Madame Le Pen et la constitutionnalisation de la préférence nationale, voilà, comme si le problème c'était pas les banquiers mais c'était les immigrés. Ensuite, la question du libre-échange, voilà, vive l'Europe libérale, sauce Macron ou sauce Fillon. Et sinon, eh bien un protectionnisme solidaire, une conception de la redistribution des richesses, de la règle verte, d'une redistribution des richesses et de nouveaux droits. Voilà, c'est ces 3 offres-là. Et tout candidat qui est dans l'entre-deux, eh bien, sera, à mon avis, balayé parce que les électeurs, pour pouvoir retourner aux urnes, auront besoin de clarté. Finalement, ils ont l'impression qu'on vous a essayé les uns les autres, quoi, en fait, aujourd'hui. C'est ça. Nous, on pense qu'on nous a pas forcément la solution. On n'a pas essayé. On porte une offre autour d'Emmanuel Macron de vrai renouvellement, de la vie politique, de renouvellement aussi des visages de la vie politique. Alors j'entendais tout à l'heure vos arguments. Vous avez assez raison sur. Je suis assez d'accord sur votre répartition sur les 3 offres, tout en ayant. Il y a des vraies différences que nous avons avec François Fillon. Intrinsèque sur Philippe Gosselin en parlera très bien de son programme. Nous partons de l'homme et nous avons une vraie vision humaniste, sociale, européenne affirmée, une vraie vision européenne affirmée qui n'est pas forcément celle de François Fillon, et nous la revendiquons, et nous pensons que nous sommes libéraux, vous avez raison, sur les questions économiques, mais nous pensons que c'est la France du 21e siècle, doit être libérale, doit s'ouvrir aux autres. On est dans un monde, tout simplement, du 21e siècle. Donc, nous sommes en vraie opposition avec votre proposition. Ce qui nous permettra dans un instant, dans les affaires courantes, de parler des alliances, puisque ça patine chez vous entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Enfin, quand je dis ça patine, on s'est même claqué la porte au nez. Or, certains estiment que ce serait plutôt l'intérêt, ce serait de faire une alliance. Ce sera dans les affaires courantes. On évoquera aussi les petits candidats qui vont être boycottés par le premier débat installé sur TF1. Et puis, la question de François Bayrou aussi. À tout de suite. Les GG, les grandes gueules de la politique, Sylvain Maillard, porte-parole d'Emmanuel Macron, Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche, et Danielle Simonet, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, mais qui ne fait pas que ça, Danielle Simonet, parce qu'elle est sur scène, au théâtre aussi. Elle a tous les talents. Exactement, je serai vendredi soir à Marseille et tous les dimanches à 16h30 à l'Apollo Théâtre pour une conférence gesticulée, un spectacle, un seul en scène, Hubert les salauds et mes ovaires. Oui. Fallait grande gueule, il fallait l'oser. Oui, mais vous venez, vous découvrirez. Revenons aux affaires courantes avec entre autres un suspense. Oui, un vaudeville peut-être. J'ai envie de dire c'est un vaudeville. L'histoire Hamon-Mélenchon. Daniel Simonet, alors vous allez nous dire c'est Hamon qui vous a planté. Du côté d'Hamon, on va dire c'est Mélenchon qui est intraitable et qui va à tout prix se présenter, quitte à faire perdre la gauche. Mais c'est vrai que de l'extérieur, on avait l'impression d'un vaudeville écrit un peu par avance. Oui, la fin, on la connaissait. Je pose juste une question, histoire de placard ou de cercueil. Ça a son importance. Où on se traite de corbillard. Alors, faut reprendre la chronologie. Cela fait maintenant un mois, c'est cela, qu'il y a eu le résultat des primaires du Parti socialiste, pendant la campagne, Benoît Hamon s'était engagé à dire dès le lendemain de ma désignation comme candidat du Parti socialiste, je prendrai contact avec Jean-Luc Mélenchon. Sauf que depuis, il ne l'a pas fait. Il a fallu que Jean-Luc Mélenchon fasse une petite vidéo pour lui dire « Allez, viens, on va se prendre un café ». Il a fallu ensuite que à son meeting à Strasbourg, Jean-Luc Mélenchon interpelle Benoît Hamon et dise sur mon agenda, moi je suis disponible le week-end prochain, voilà. Et puis qu'il fasse également, vendredi dernier, une lettre pour poser politiquement de quoi nous devons débattre. Et il a posé par écrit des garanties. Voilà les garanties pour que non pas on fasse un espèce de faux arrangement bidouillage dans un coin de table, mais quelles sont les garanties qui peuvent permettre de fédérer le peuple et de l'emporter. On pose d'abord,
pas d'alliance avec Monsieur Macron. C'est une question importante, ça. Parce que vous voyez bien que dans le Parti Socialiste, beaucoup, comme Monsieur Le Foll, commencent à dire « Oh là là, mais entre Hamon et Macron, il faudrait sans doute choisir quel est le candidat le plus efficace pour battre le Front National. » Et hop, le retour du vote utile qui revient. Donc, première garantie, pas d'accord avec Macron. Pas de Macron. Pas de Macron, parce que nous sommes en désaccord avec cette orientation libérale. Ça, c'est clair. Ensuite, deuxième chose, des garanties. Monsieur Hamon s'est engagé à abroger la loi travail. Comment voulez-vous qu'il puisse tenir un tel engagement si la quasi-totalité des députés socialistes, enfin de ceux qui candidatent à la députation pour le Parti socialiste, sont ceux qui ont soutenu la loi travail. Donc vous demandez à Benoît Hamon de faire le ménage dans la famille socialiste. Monsieur Hamon a dénigré cela en disant on veut des têtes, mais c'est pas qu'on veut des têtes, c'est qu'il faut un minimum de cohérence. On va pas demander au final, Daniel, aux insoumis, non, on va pas demander aux insoumis de voter l'amnistie. On se retrouve donc au final avec deux candidats de gauche qui s'annulent. Enfin, je veux dire, ils vont faire la même score et les deux seront éliminés dès le premier tour. Alors, en quoi c'est efficace tout ça? C'est bien, c'est bien. Déjà, nous regrettons parce que nous pensons vraiment que si Monsieur Hamon avait profité de la vague dégagistes qu'il a amené là pour justement dégager tous ses amis socialistes, mais rompre avec justement ceux qui sont si proches et si plutôt en cohérence avec une orientation comme Monsieur Macron. Filoche, vous savez ce qu'il faisait comme proposition, Filoche, les choses ont été plus claires. Filoche, il est pour ça, mais Filoche, il fait une proposition. Benoît Hamon président, Mélenchon Premier ministre. Du covoiturage, il appelle ça. Mais pourquoi pas, plein de formules auraient pu être fort intéressantes, mais à partir du moment où vous reconduisez les mêmes, ça veut dire que Monsieur Hamon ne veut que être candidat du Parti Socialiste. Et donc, ce week-end, visiblement, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a fermé la porte. L'entourage, on apprend hier par médias interposés que l'entourage de Benoît Hamon dit que Benoît Hamon ne répondra pas à la lettre de Monsieur Mélenchon. Moi, je le regrette, parce que c'est un débat qui... Il a dit qu'il prendra des ministres de communistes s'il est président. Oui, il a dit toutes les nuances, mais enfin, on n'est pas une nuance. Enfin, je veux dire, la loi El Khomri, c'est pas une nuance. On veut tourner la page du bilan du quinquennat de Hollande. Philippe Gosselin, lui, jubile parce qu'il dit que tout ça, c'est bon pour la droite. Bah, écoutez, moi, je me frotte un peu les mains. Je ne me réjouis jamais du malheur des autres. Chacun peut en rencontrer de temps en temps sur son chemin. La division du camp adverse, mais quand même, la séquence en ce moment est plutôt moins mauvaise que d'autres fois. 2 points. Effectivement, Hamon, Mélenchon, qui ont tendance à s'annuler. Moi, je pensais qu'il y avait pour nous un aspect un peu redoutable qui pouvait être un vote utile ou un rapprochement, effectivement, pour donner un peu plus de poids à l'un et à l'autre, avec une alliance. Il a choisi de renoncer à l'abrogation de la loi travail. Écoutez, on laissera Hamon libre de ses choix. Je comprends bien que vous n'ayez pas envie de suivre. Vous redoutiez une alliance Hamon-Mélenchon? Écoutez, objectivement, cette alliance pouvait être compliquée à gérer. Maintenant, ça ne veut pas dire que petit à petit, et je pense que c'est évidemment le pari de Hamon, qu'il n'y aura pas un vote utile. Je pense que le pari de Hamon, c'est de dire un certain nombre de ceux qui veulent renverser la table ont compris que j'étais en capacité de le faire, et donc l'idée est peut-être de siphonner. L'idée est peut-être de siphonner un peu. Oui, sauf qu'il est obligé de préparer le prochain congrès du Parti socialiste et finalement de donner des gages à Cazeneuve, à Hollande, à Cambadélis qu'il a rencontré. Et donc il a déjà reculé sur l'abrogation de la loi travail ce week-end. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'alliance concrète, précise, sur un projet de mandature en quelque sorte, est devenue quasiment impossible. Bon, très bien, dont acte. Nous, on constate aussi que chez Macron, après avoir marché sur les eaux, on se rappelle qu'il y a la poussée d'Archimède et que on est un peu aspiré plus vers le bas. Bon, très bien. Il suffit pas de marcher sur les eaux, faut aussi avoir. Ça va être aspiré vers le bas, ça vous l'aviez largement expérimenté. Oui, mais on a expérimenté, mais justement, on peut donner quelques conseils éventuellement. Donc, vous voyez, je crois que la semaine dernière, il y a eu une vraie bissextrice de la présidentielle, avec un avant et un après. Il y a eu des séquences vraiment très mauvaises et qui ne vont pas aller nécessairement en rebondissant. C'est clair. Sylvain Maillard, Hamon, Mélenchon, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a quand même beaucoup d'électeurs socialistes qui sont un peu perdus, qui trouvent peut-être Hamon trop à gauche, qui voudraient peut-être voter Macron, mais Macron, on ne sait pas exactement. Ils sont les bienvenus. Oui, mais on ne sait pas exactement quel programme. Au final, la semaine dernière. La question du programme, faut arrêter. C'est. Je sais bien que ça vous embête. C'est quand même le minimum de demander à On avait le programme qui était extraordinaire de François Fillon. Il leur change tout le temps.
On a il y a quelques on sait très bien. Mélenchon, c'est constant. Non. Hein, On sait bien, oui, c'est la cohérence. C'est pas chiffré. Pour moi, c'est si, c'est quelque chose chiffré. qui On a passé mais toute la journée c'est des chiffres de dimanche à la Benoît Hamon, avec qui vous voulez vous associer, qui nous explique qu'il va faire Regardez donc nos vidéos, nous avons publié ce qui est inouï, ça ne s'est attention. jamais vu en campagne présidentielle. Nous avons fait une émission avec nos économistes, avec nos spécialistes, avec nos citoyens qui ont travaillé sur l'ensemble des thématiques du programme L'Avenir en commun, et nous avons chiffré. D'accord, très bien. Bon, C'est un chiffre qui est d'ailleurs très contesté par les économistes. Voilà, Par certains économistes, oui, par les économistes libéraux. Bah oui, bien sûr. Qui ne sont pas qui ne sont pas soumis. Bon, on va pas faire une bataille de chiffres. Nous, on a notre calendrier. Vous n'en avez pas. On a notre calendrier, le cadrage budgétaire cette semaine. On a la semaine prochaine la compilation du programme. On a fait déjà plus de 100 propositions. Vous chiffrez Le problème, votre c'est programme. on a une difficulté à imprimer les propositions parce qu'on a été pris entre la primaire de droite, puis ensuite la primaire de gauche je croyais que et c'était les bien affaires organisé. Fillon où on ne parlait que. C'est vrai qu'on entend très peu Macron, c'est vrai. Non, C'est vrai que les meetings. Est-ce On qu'on le voit discute très peu dans les unes des médias. Est-ce qu'on a discuté une seule fois sur une de ces propositions? Jamais. Peut-être parce que c'est Mettez-les sur la table. Mettez-les sur ça, la c'est la table. faute du candidat ou c'est la faute des autres? Écoutez, la semaine dernière, si on a une séquence Alors, calamiteuse, c'est le chef d'entreprise qui va vous parler. C'est toujours la faute à ce moment-là de celui qui dit et pas celui qui reçoit. Donc je suis d'accord là-dessus. C'est à ce moment-là à nous de il est pas bon, l'expliquer, alors. de le Il est redire. pas bon, votre Quand poulain. même. C'est pas une question d'être pas Parfois, on bon. a l'impression c'est qu'il part dans tous les sens. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut dire et redire. La politique est l'art de redire plusieurs fois les mêmes choses. Voilà. Alors, ou Non, de ça, se c'est la représenter pédagogie, ça, plusieurs mais- fois. Le suspense est intenable. Est-ce que François Bayrou va se présenter? Conférence de presse à 16h30 tout à l'heure. On saura, à votre avis, Sylvain Maillard, est-ce qu'il va se représenter ou est-ce qu'il va rejoindre Emmanuel Macron? Dites-moi, dites-nous. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. On a des bruits comme partout, on va pas se mentir, autour de cette table, on en a déjà discuté, il y a des bruits comme partout, on attend la conférence de presse et encore, il y a un suspense insoutenable, on va attendre encore un peu. Moi, ce que j'appelle vraiment François Bayrou, et déjà une grande partie du MoDem est venue nous rejoindre, il a énormément de points communs avec notre démarche. C'est un centriste. Nous avons une vraie démarche centriste et je crois qu'une candidature de sa part serait plus une aventure personnelle qui ferait renforcer qu'une candidate, c'est Marine Le Pen. Philippe Gosselin, que va Écoutez, faire François Bayrou selon vous? Moi, je crains d'une certaine façon qu'il y aille. Je dis je crains d'abord pour lui et puis un peu pour les autres aussi. Pourquoi Pour pour lui, lui parce qu'il faut qu'il se rende compte qu'il n'est plus du tout sur le petit nuage de 2007. Il a fait un score qui était un très beau score, effectivement, un peu coincé entre Royal et Sarkozy, c'est vrai, mais c'était autrefois, entre guillemets. Et aujourd'hui, il a envie de renverser la table, s'appuie aussi peut-être sur une valeur ajoutée, sur un projet différent. Je ne vois vraiment pas aujourd'hui où est la valeur ajoutée d'un programme qu'on attendrait, d'ailleurs encore en partie, sinon une guerre d'ego. Voilà, je pense que François Bayrou a envie d'exister, il n'a pas envie qu'on l'oublie, il a envoyé régulièrement des cartes postales, c'est très bien, mais je rappellerai de Pau, et manque de Pau peut-être aussi, mais il faudrait qu'il se rappelle que Des électeurs de droite peuvent être séduits écoutez, sur l'image de moins en d'honnêteté de moins. François Bayrou. De moins en moins, soyons clairs. Il avait un discours qui était novateur, qui était sur un projet intéressant il y a quelques années. Aujourd'hui, encore une fois, au-delà de la personne de Bayrou, il n'y a pas de projet ou de programme. Donc si c'est être candidat pour prendre un peu de voix à Fillon, ce qui ne nous arrange pas, quelques-unes à Macron, là ça pourrait nous arranger davantage. Franchement, je trouve que c'est un intérêt limité. Et je lui rappelle qu'il faut faire au moins 5% pour avoir le remboursement de sa campagne politique. Et je conclus en disant qu'aujourd'hui, l'appareil n'est plus vraiment derrière lui parce que le MoDem est peut-être davantage vers d'autres candidats. Macron pour une part, mais aussi Fillon, il faut le rappeler, dans nos départements. Oui, dans les départements. Okay. On a une part non négligeable des militants du MoDem qui sont restés fidèles à la droite républicaine et au centre tel Daniel que Fillon Simonet, l'exprime. que va faire François Bayrou selon vous? Oh, mais écoutez, j'ai pas ma boule de cristal, donc je suis pas là pour commenter ce que font les des autres formations. Moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait 3 candidats pour une même offre politique, celle du libre-échange. Écoutez, ça prouve bien que si vous reprenez le raisonnement que je vous présentais tout à l'heure en disant qu'il y a 3 offres politiques finalement sur lesquelles les citoyens et citoyennes devront se définir, eh bien, ça prouve bien que Jean-Luc Mélenchon peut être celui qui est présent au second tour et qui peut battre soit Le Pen, soit Fillon. Mélenchon peut battre Marine Le Pen dans un deuxième tour. Bien sûr. Quelle est votre certitude là-dessus? Moi, j'ai une certitude. Marine Le Pen, elle a un socle allez, même si on va de manière
critère très généreux de 30%, ça veut dire qu'il y a plus de 70% du peuple français qui refuse cette orientation xénophobe et raciste. Voilà. Et donc je pense que Jean-Luc Mélenchon, dans sa capacité à fédérer le peuple, à être à la fois sur des fondamentaux républicains. À fédérer le peuple, il a un programme très radical qui peut faire peur quand même à beaucoup de Français. Qui s'attaque à la racine des choses et qui aujourd'hui est en train de fédérer pas simplement des salariés, des fonctionnaires, mais aussi des petits commerçants, des artisans, aussi les paysans, et qui est capable, au-delà justement des clivages d'hier, de montrer qu'il y a un autre chemin possible, qu'il y a un nouvel horizon possible qui peut tenir compte à la fois de notre intérêt général humain suprême, la question écologique, et à la fois être capable de relancer l'activité par une politique d'investissement, de redistribution des richesses et de révolution fiscale. Normalement, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Marine Le Pen, on les retrouvera le 20 mars en direct à 21h sur TF1. Débat d'avant premier tour, organisé donc par la première chaîne, mais sur quels critères et qui déclenche une sacrée polémique? Là, à ce moment-là, on n'est pas dans les critères d'égalité de temps de parole fixés par le CSA, puisque c'est les 15 derniers jours de la campagne du premier tour. Donc là, on est dans les clous côté TF1, c'est l'équité. Donc on peut organiser ce débat à 5 et proposer aux autres de passer dans les journaux, etc. Bon, après, est-ce que c'est juste? C'est vrai que c'est bizarre parce que TF1 dit on a choisi les candidats qui sont au-dessus de 10% dans les sondages. Donc le critère, c'est les sondages. Ce qui fait hurler, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, qui trouve ça totalement antidémocratique et qui estime que TF1 n'a pas le droit de faire ça. Et donc il appelle d'ailleurs à boycotter TF1. Est-ce que vous comprenez, Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi vos candidats ont accepté ce débat à 5 ? Écoutez, moi, j'ai peut-être un point de vue différent de celui des grands candidats. J'entends très bien qu'on ait envie de faire de l'audience, qu'on s'intéresse à ceux qui ont de fortes chances d'être et que débattre à 5, c'est quand même plus simple qu'à 10. Oui, d'une part, mais honnêtement, je trouve que c'est pas très démocratique. En effet, je pense que ce débat présidentiel est un débat qui doit être l'occasion de mettre sur la table beaucoup de sujets, qui doit faire appel à toutes les sensibilités et à des heures de grande écoute comme TF1 avec des émissions qui seront regardées, parce que même si les Français ont envie de renverser la table, fondamentalement le Français aime la politique. Les débats de la primaire ont été très regardés. Ils ont été très regardés, très suivis, et je trouve que vis-à-vis des petits candidats, ce n'est pas équitable. Il n'y a rien qui soit illégal, c'est évident. Il n'y a pas non plus de sanctions possibles par rapport au CSA vraisemblablement. Mais ça vous gêne? Mais ça me gêne parce que si on est dans une période effectivement où on veut changer les choses, présenter la politique autrement, alors chacun doit pouvoir s'exprimer. C'est aussi l'honneur de la démocratie. Simonet ? Moi, je voudrais quand même rappeler que ce qui est aussi scandaleux, c'est la privatisation de la quasi-totalité des grands médias au moment des primaires que j'ai trouvé déprimante, que ce soit du PS ou de la droite. Je veux dire, on a quand même eu, pendant tout le débat des primaires du PS et de la droite, une occultation totale sur les grands médias des autres candidats. Et avec une négation de l'organisation du débat politique tel qu'il s'organise. Donc je pense que c'était attendu qu'il y ait enfin ce débat-là. Après, oui, il y a cette problématique qui est que les sondages ne sont en rien. Mais si Jean-Luc Mélenchon était en dessous de 10, vous seriez la première à en disant c'est pas normal. C'est bien pour 10, ça que pourquoi 10, pourquoi pas 9 Le critère des sondages et tout cela est plus que problématique. Mais moi, je le dis et le redis. C'est important d'avoir ce débat. C'est important qu'enfin on ait un débat qui permette aux citoyens, citoyennes, quand on a un citoyen une citoyenne sur deux qui ne sait pas pour qui il peut voter, eh bien c'est important qu'il puisse justement avoir ce débat de grande confrontation. Ce qui est totalement inacceptable, c'est cette privatisation qui a eu lieu pendant les primaires de droite et pendant les primaires Sylvain Maillard. Moi, je vais être plus nuancé que les deux de Madame Simonet et que Philippe Gosselin. Parce que en fait, on le sent bien. On a besoin évidemment de voir l'intégralité de l'offre politique, mais enfin bon. On est d'accord, il y a énormément de chaînes de télévision, il y a beaucoup de radios, Internet, l'ensemble des candidats peuvent largement s'exprimer, exposer. C'est pas la même chose. Oui, je suis d'accord avec vous. Honnêtement, c'est pas la même chose. À une heure de grande écoute, il y a aussi besoin en 2017, c'est une année importante, on le sent tous pour la politique française. Il y a un moment, on a besoin aussi de parler, on a besoin de débattre, et débattre à 5, c'est pas pareil que débattre à 10. C'est évident. Déjà, on est sorti du bipartisme ou du tripartisme dans lequel on voulait nous enfermer.
confirmé, et d'avoir quelque chose de cohérent, moi, ça me semble les années précédentes, vraiment important. Donc, je suis plus nuancé. D'un autre côté, j'entends vos critiques en disant qu'un candidat 3 à 4 a droit de parler. C'est pour ça aussi qu'il y a une règle électorale. Les 15 derniers jours, il y aura une stricte égalité. Donc, moi, ça ne me choque pas, le fait qu'on fasse un débat à 5 personnes. Il y aura un débat sur France 2, 3 jours avant le premier tour. Et là, comme on est dans la stricte égalité, il y aura tous les candidats. Bon, donc, ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est plus du débat. Hein. Non, c'est plus du débat. Mais non, c'est ça. C'est plus du débat. C'est une suite d'intervention. Parce que regardez, déjà, on essaie de débattre, hein, mais bon, c'est pas si on mal débat que ça, quand même. Quand même. Les primaires, c'était pas vraiment un débat, les primaires. Vous êtes d'accord avec moi? C'était une succession de prises de mais ce sera pareil à 5. Donc, à 5 déjà, bon. Mais à 5, vous devrez vous plier aussi aux règles du bipartisme et du tripartisme. Non, mais ça veut dire on voulait nous enfermer. D'accord, mais ça Mais veut pourquoi dire ne pas multiplier les face-à-face? Je sais que BFM TV, bien sûr, pour être bien placé. Mélenchon avait proposé un face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon souhaitait un face-à-face avec Monsieur Fillon. Alors BFM TV aimerait organiser des face-à-face parce que je trouve que ce serait intéressant d'avoir un Mélenchon-Fillon, un Mélenchon-Macron, un Fillon-Marine Le Pen. Enfin bon, il y a les scénarios, voilà, sur la table, il y a pas mal. Ça, vous l'aurez entre les deux tours. Mais non, l'avoir avant. Non, mais justement, l'avoir avant. Lisez bien mon propos qui n'est pas j'ai bien subliminal. compris. J'ai bien compris. Mais ce serait bien de l'avoir avant. Et c'est vrai que ça ne se fait pas habituellement. On attend toujours le face-à-face du deuxième tour et on n'organise pas de face-à-face avant le premier tour. Ça serait une bonne idée. Vous seriez d'accord, vous, des face-à-face? Mais Monsieur Jean-Luc Mélenchon avait proposé justement un face-à-face avec Monsieur François Fillon. Donc, et Fillon a refusé. Bon, après, peut-être d'un point de vue organisationnel, enfin, on est dans une campagne où vous savez tous que c'est déjà très compliqué, un programme très chargé, faire des face-à-face c'était plus intéressant de voir Theresa May 5 minutes, non? Oui, enfin, c'est pas tout à fait. Pour les Français, hein. Ça se prépare pas de la même façon. Pour les Français, parce que les Français. Ça se prépare pas tout à fait de la même façon. Et puis, je pense que c'est important d'aller voir que les futurs, l'un d'entre eux sera président de la France dans 75 jours. Je crois que c'est important qu'ils connaissent les principaux dirigeants européens. Enfin, nous, on est très européens et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, je trouve que c'est un très bon signal. Elle est dirigeante de la Grande-Bretagne et on prend les dirigeants comme ils sont. Bien sûr. Il fallait aussi aller récolter des fonds. Non, on a fait un très beau. On a fait un très beau. On a fait un très beau. C'est incompatible de voir Theresa May, de voir les Français de Londres et de lever des fonds aussi. Alors, je vais aussi dessus. Vous me laissez 2 minutes là-dessus? Oui, mais bien sûr. Parce que je 40 secondes. D'abord, 40 secondes. Déjà, on a fait un très très beau meeting hier à Londres. Quel candidat est capable de réunir autant de monde à l'étranger? Londres, c'est la 6e ville française. Deuxième chose, sur les levées de fonds. En fait, il faut arrêter ce mot. C'est tout simple. Il y a une loi électorale. Récolter de l'argent. N'importe qui, n'importe quel électeur, n'importe quel citoyen peut donner jusqu'à 7 500 €. Pas de société. Donc, mais dans le terme levée de fonds, à chaque fois que vous accolez à Emmanuel Macron, il y a quelque chose de très négatif. Oui, mais bien sûr. Voilà, mais nous n'avons pas d'aide. Nous n'avons pas d'aide étatique. Nous n'avons pas des candidats qui sont subventionnés par l'État pour faire leur commission. Bien. Il y a eu des histoires qui ont généré une suspicion sur l'affaire des. Mais il n'y a aucune. C'est très simple. La loi électorale, elle est très simple, elle est très claire. Et puis sur les conditions du voyage. Je rappelle que nos donateurs, donc les membres d'En Marche, donnent en moyenne. On est 2/3 des dons sont inférieurs à 60 €. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler. Donc tout le reste, c'est mythique. Sylvain Maillard, Philippe Gosselin, Daniel Simonet, dans un instant, 3 déclarations à vous faire écouter et à vous de les commenter. Avant de livrer nos petites phrases à nos grandes gueules de la politique, Éric Brunet vous présente le menu de Radio Brunet, 13h-15h. Alors aujourd'hui, dans Radio Brunet, on va pas faire une émission intellectuelle, on va demander aux gens s'il y a un appétit, s'il y a une envie de François Bayrou. Et c'est très intéressant. Déjà, c'est pas du tout intellectuel quand on parle de François Bayrou. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ça va lui faire plaisir. On va pas écouter du modem. Tu peux appeler Brunet. On ne va pas écouter des politologues qui vont théoriser. On va écouter des électrices et des électeurs qui nous disent oui, on veut de lui, non, on veut pas de lui, oui, il a sa place dans cette présidentielle, non, il l'a pas. Voilà, c'est à partir de 13h sur RMC. On m'appelle au 32-16. Voilà. T'inquiète pas, ça va appeler, mon cher Éric Brunet. Allez, allons-y pour les petites phrases. Premier extrait, c'est pour vous, monsieur Gosselin. C'était à la Mutualité, un candidat, il s'appelle Emmanuel Macron, qui parlait de son programme santé et qui parlait plutôt de votre candidat. Il faut dire un mot de l'optique, le dentaire et les audioprothèses, puisque vous avez proposé, vous n'êtes pas le seul, mais vous proposez le remboursement. Je crois que j'ai été le premier. Le premier, c'est possible, oui, effectivement. Vous avez proposé le remboursement à 100%.
Parce que quand on a, c'est un paradoxe aussi, c'est comme les dépenses. Parfois, on dit que vous n'avez pas de programme, mais on peut le recopier. C'est une campagne, non mais parfois, il faut dire les choses. C'est vrai, Bon, Fillon a pompé Macron. Enfin, recopié Macron. Non. Enfin, écoutez, je crois qu'il fallait être à l'écoute. Il y a un certain nombre de remontées, de polémiques d'ailleurs un peu stériles sur le sujet santé, sécurité sociale. Et il a toujours été dit que les choses seraient polies, seraient arrondies. Oui, mais on a recherché chez Macron finalement une proposition. Il y a un vrai. Moi, j'ai travaillé sur les audioprothèses. Il y a un vrai problème de vue, d'audition en France pour un certain nombre de personnes. Ça me paraît assez justifié de répondre à ces attentes. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de modifications, nul ne le conteste, et au contraire, je me réjouis, comme beaucoup de nos concitoyens, que ces modifications aient été faites. Il y a un candidat de droite en 2007 qui avait promis de rembourser à 100% les lunettes des enfants. C'était Nicolas Sarkozy. Écoutez, ce que Sarkozy a rêvé de faire un jour, c'est Fillon qui le fera. Donc il faut le croire cette fois-ci. Il faut le croire, il faut l'entendre, d'où des bonnes lunettes et des bonnes prothèses audio. Deuxième déclaration, c'est pour Sylvain Maillard. On vous fait écouter Gérard Filoche. Macron est en train de s'effondrer. Vous regardez le côté prédicateur évangéliste, ça marche pas ce truc-là. Macron, il est l'agent des banques, alors du on parlait MEDEF. de Bayrou et c'est Macron. Je lui pose une question. C'est d'où vient l'argent? Et vous croyez qu'ils peuvent admirer longtemps un gars qui joue comme ça avec l'argent? On veut partager les richesses, on veut pas que ça soit un riche qui nous prenne tout. Écoutez quand il parle, parce que plus on va l'écouter, plus il va chuter. C'est du Mélenchon. Voilà Gérard Filoche, le candidat des banques. Je n'ai aucune espèce d'amitié pour Gérard Filoche. Je le dis clairement, c'est pour moi, non pas pour sa carrière et pour ce qu'il est, je trouve que ça devient une caricature de politique. Alors je sais qu'il est très souvent sur les chaînes de télévision parce que c'est un bon client. Pour moi, c'est quelqu'un qui a sûrement une conviction forte, que je respecte. J'y suis opposé, mais je respecte. Mais la façon de s'exprimer, la façon de se comporter, les mots qu'il utilise, pour moi, sont des choses très choquantes. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, mais ce que ça colle quand même à l'image d'Emmanuel Macron d'être le candidat des banques et de la finance. Ce que pense ce monsieur ne m'intéresse absolument pas et ne nous intéresse pas, vraiment, profondément. Reconnaissez que ça vous est souvent renvoyé au camp d'Emmanuel Macron. Je vais pas aller plus loin parce que je trouve que cette façon de parler, le candidat des banques, les candidats, je sais pas, ça vous sonne pas comme une musique qu'on a déjà entendue? Ne renvoyez pas vers les heures les plus sombres de l'histoire. Mais comme par hasard, ça revient toujours. Et à un moment, mais du coup, renvoyer un autre cliché à un cliché, ça fait pas une réponse. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vais pas aller plus loin. Je dis, ce personnage ne m'intéresse pas, ne nous intéresse pas. Et voilà, je m'arrêterai là. Dernière déclaration, c'est pour Daniel Simonet. On va vous faire écouter une candidate, une femme qui s'est réclamée féministe et qui a refusé de porter le voile. Oh. J'ai indiqué hier que je ne me voilerai pas. Ils n'ont pas annulé le rendez-vous. J'ai donc cru qu'ils accepteraient que je ne porte pas le voile. Je ne me voilerai pas. Voilà. Ils ont cherché à m'imposer cela, à me mettre devant le fait accompli. Eh bien, on ne me met pas devant le fait accompli. Oui, et donc Elle a eu raison. Mais de tenir franchement, vous croyez que Madame Le Pen incarne la défense de la laïcité, mais depuis quand? Le Front National n'a jamais défendu la laïcité. Si le Front National défendait la laïcité, il le ferait pour les 3 religions monothéistes. Il serait véritablement pour la séparation de l'Église et de l'État. Or, elle n'a jamais incarné cela. Donc, franchement, je veux dire, c'est un coup de com' qu'elle se donne, évidemment. Une mise en scène qu'elle se donne, toujours en direction d'une même religion, même si c'est évident que moi j'ai été, par exemple, profondément choquée quand, dans le gouvernement précédent, on a pu accepter certains ministres femmes qu'elles doivent se cacher les cheveux. Non, j'estime que quand on est ministre de la République, élu de la République, on doit assumer nos convictions laïques. Une ministre femme qui va, par exemple, une ministre femme qui va en Arabie Saoudite, puisque là au Liban, pour le coup, le voile n'est pas obligatoire. En Arabie Saoudite, comme en Israël. En Arabie Saoudite, c'est plus courageux. Comme en Israël, eh bien, on ne doit pas se soumettre, voilà. Et de la même manière que l'hypocrisie de il y a 2 ans, quand nous accueillions le roi d'Arabie Saoudite qui privatisait sa plage, là tout d'un coup ça posait de problème à personne qu'on ait des femmes. Attendez. Non mais voilà. Donc
Que les choses soient claires. Pour revenir... Quand on va dans un pays, il y a un protocole. Si c'est une théocratie, on s'y plie. Si c'est un régime politique laïque, on fait avec. Si on va voir le pape, on s'incline, on se couvre. Donc si vous voulez, alors que Marine Le Pen soit payée un coup de com', mais si demain vous êtes appelé au pouvoir, vous aurez sûrement les uns et les autres. Le Liban n'étant pas un pays qui impose le voile. Je suis ministre de la République française. Elle a rendez-vous avec un dignitaire religieux. C'est tout. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas. Il y a un protocole à respecter. Au-delà du coup de com' de Le Pen qui instrumentalise évidemment formidablement bien cet événement, il y a quand même une vraie question de fond. Quand on ne peut pas, comme Le Pen, demander à ce que les étrangers se soumettent à nos us et coutumes, aux lois de la République française, et ne pas soi-même, quand on est ailleurs à l'étranger, respecter un certain nombre de traditions. Nous sommes un certain nombre, évidemment, à nous être déjà rendus à l'étranger. Eh bien, on s'adapte, et ça me paraît la moindre des choses. S'adapter aux us et coutumes, ce n'est pas se soumettre à leurs règles, ce n'est pas les reconnaître pour les faire siennes, c'est s'adapter, c'est une question de bonne intelligence, et c'est pas une instrumentalisation. Madame Le Pen, c'est 2 poids 2 mesures. On est bien d'accord là-dessus. Madame Le Pen, c'est 2 poids 2 mesures, mais c'est comme Monsieur Sarkozy, je veux dire. Ah là, il fallait citer Sarkozy, alors on est dans le voile de Le Pen, il fallait citer Sarkozy. Il avait accepté ou pas d'être chanoine de Latran? Il avait accepté ou pas d'être chanoine de Latran? Mais c'est une tradition de la République française. Il a accepté ou pas d'être chanoine de Latran? C'est une tradition de la République française. Est-ce que c'est conforme avec la laïcité? Non, ça n'est pas conforme avec la laïcité. C'est conforme à l'histoire de France, à l'histoire de la laïcité, c'est pas la négation des religions. Quand on défend la laïcité, on dit l'État chez lui, l'Église chez elle. L'État chez lui, l'Église chez elle. Et donc on fait la vraie séparation. Et donc on l'assume vis-à-vis des 3 religions monothéistes, et on laisse la religion dans le cadre de la sphère privée. Oui, mais là, je peux vous poser une question. On mélange tout là. Non. Mais le reste du temps, elle bafoue les principes de la laïcité. Avec Philippe Gosselin. Sylvain Maillard. Mais je voudrais revenir dessus et vraiment, Marine Le Pen, c'est un coup de com'. Elle a organisé cette réunion. Elle organise cette réunion. Et comme par hasard, elle arrive juste à l'entrée et refuse devant les caméras de mettre un voile. Donc, je voudrais pas qu'on plus on rate le point important, c'est qu'une fois de plus, c'est un coup de com' pour qu'on en parle dans les journaux et dire voilà, je suis celle qui dit non à l'islam et avec tous les relents qu'on peut imaginer derrière. Donc, moi, je vais pas rentrer dans votre débat qui est un débat qui pourrait nous prendre 2-3 heures. L'essentiel pour moi, c'est ce coup de com' et de dénoncer une fois de plus Marine Le Pen fait du populisme. Elle fait un coup de com' parce que la vérité, c'est qu'elle n'incarne pas la défense de la laïcité. Elle n'incarne pas d'ailleurs la défense de la patrie républicaine, parce que la patrie républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Et Madame Le Pen, au contraire, c'est une délinquante qui encourage la guerre civile. Voilà la vérité. Mais c'est là-dessus qu'on terminera. Merci Daniel Simonet, Philippe Gosselin et Sylvain Maillard. Nous, on se retrouve demain entre 10h et 13h avec Claire Aupetit, Françoise Degois, Bernard Debré. Tiens, Bernard Debré qui fera cet après-midi ses adieux à l'Assemblée nationale. Oui. C'est terminé l'Assemblée Non, on a encore des questions d'actualité, 2-3 textes sous le coude, mais c'est la dernière journée aujourd'hui ou ce soir, effectivement. Bernard Debré qui nous racontera d'ailleurs la première fois qu'il a siégé à l'Assemblée nationale, il était élu député avec son frère Jean-Louis et avec son père Michel Debré. Les 3 étaient à l'Assemblée nationale. Tourne la page. Comme quoi, il faut vraiment tourner la... J'aime beaucoup, mais enfin bon, là, il faut vraiment tourner la page aussi. On parlera avec lui demain. Elle n'est même pas lui besoin de lui demander, il le fait lui-même. Non, mais j'ai énormément de respect, je le connais bien et j'ai beaucoup de respect. Et Nicolas Dupont-Aignan passera le grand oral des GG. Bonne journée, à demain 10h sur RMC numéro 23.